campagne électorale est dominée aujourd'hui par la proposition du Parti québécois de permettre la tenue de référendum d'initiative populaire. Un éventuel gouvernement péquiste y serait-il lié ou non s'il portait par exemple sur l'indépendance? Pauline Marois affirme aujourd'hui qu'un tel référendum serait purement consultatif. Alors, pour mieux comprendre les rouages de ce type de consultation, je joins Antonin-Xavier Fournier. Il est professeur de sciences politiques au Cégep de Sherbrooke. Monsieur Fournier, bonjour. Bonjour, M. Bien. Parlons ça depuis le début. Qu'est-ce que c'est d'abord qu'un référendum d'initiative populaire? Bon, bien d'abord, ce sont des procédés de démocratie semi-directe qui permettent essentiellement à la population d'interagir directement dans le processus législatif et d'obliger le législateur, les parlements, à adopter, s'il y a un référendum, des lois en fonction de ce qui a été voté finalement le jour du référendum. Mais là, j'ai bien compris, d'obliger un gouvernement à agir? Bon, voilà, dans des États comme aux États-Unis, en Californie, en Arkansas ou encore dans certains pays comme la Suisse, effectivement, les référendums d'initiative populaire des démocraties semi-directes comme celle-là obligent effectivement les parlements automatiquement à adopter des lois à ce moment, du moment où la population s'est prononcée par voie référendaire. Mais ça peut donner lieu à toutes sortes d'abus, on en convient. On voit ce qui se passe par exemple en Californie où le gouverneur Schwarzenegger à l'époque avait toutes sortes de difficultés à contrôler son budget compte tenu de ces référendums. Oui, tout à fait. Ça peut donner lieu à certains abus, mais je pense que ce qu'il y a de plus important encore, M. Vien, c'est que, en général, les référendums d'initiative populaire, en ce qui nous concerne, c'est peu compatible avec les régimes d'inspiration britannique. Pourquoi? Parce que dans les régimes d'inspiration britannique, les citoyens ne peuvent pas contraindre eux-mêmes les parlementaires à adopter une loi. Seul le Parlement et les élus au Parlement peuvent adopter des lois qui sont ensuite adoptées par la couronne. C'est le principe de la suprématie du Parlement et de la monarchie constitutionnelle. Donc, en ce sens-là, il y a un premier écueil. Et d'ailleurs, il y a une province au Canada, au début du siècle, le Manitoba, qui avait tenté d'adopter des référendums, qui avait tenté d'adopter une loi sur les référendums d'initiative populaire. Et à l'époque, en 1919, elle avait été jugée incompatible par le Conseil privé de Londres, qui faisait office à l'époque de Cour suprême. Mais partant de là, Mme Marois aurait raison de vouloir se garder toute la marge de manœuvre voulue et d'affirmer que c'est à l'Assemblée nationale de décider de donner suite ou pas à un référendum d'initiative populaire? Tout à fait, M. Vien. Dans le droit constitutionnel canadien, c'est le principe de la suprématie du Parlement. Le Parlement aura toujours un droit de veto en bout de piste, peu importe le nombre de signatures imposées au registre et peu importe le résultat de ce référendum. Il appartiendra, parce qu'ici on est dans un processus de référendum consultatif, il appartiendra toujours constitutionnellement au gouvernement d'interpréter la moralité et la valeur du référendum en question. Mais en supposant, par exemple, que le Parti québécois forme le prochain gouvernement, est-ce qu'il pourrait se doter effectivement d'une loi qui ferait en sorte que le référendum soit liant s'il le voulait? Non, je pense que ce serait inconstitutionnel. Je pense que ce serait inconstitutionnel qu'un référendum soit liant parce que la suprématie du Parlement édicte justement que les parlements, dans la tradition parlementaire britannique, ne peuvent pas être liés pour l'avenir. Donc là, à ce sens-là, je pense que ça serait impossible. Par contre, si on adopte une loi de référendum d'initiative populaire dans laquelle on a un minimum de signatures et qu'on a 800, 900 000 ou 1 million de signatures, je pense que le gouvernement va être obligé de faire une loi. Est-ce qu'ensuite, il sera obligé, comme en Suisse et comme dans certains États américains, pardonnez-moi, de donner suite au référendum et à la volonté populaire? Ça, c'est une autre question et ça me surprendrait énormément. Mais pourtant, M. Fournier, des référendums d'initiative populaire, enfin, au moins un référendum d'initiative populaire s'est tenu ici même au pays, en Colombie-Britannique, et le gouvernement a été lié par le résultat, non? C'était au sujet de l'harmonisation de la taxe de vente. Tout à fait, mais de mon point de vue, en bout de piste, M. Vien, il faudrait vérifier probablement que c'est le Parlement qui a adopté la loi. Et probablement que la loi n'a pas été immédiatement adoptée une fois le référendum tenu et les résultats du référendum connus. Probablement qu'on a dû suivre des processus législatifs normaux pour ensuite adopter la loi. Ceci dit, M. Vien, vous avez raison de le souligner, il en demeure pas moins qu'il y a moyen de rendre compatibles un peu les deux principes, en ce sens que le Parlement peut toujours adopter une loi qui va dans la volonté de ce que le peuple et les citoyens lui ont dit précédemment. Et je pense que c'est sans aucun doute ce qui s'est passé en Colombie-Britannique. Mais partant de ce que vous dites, à quoi servirait de tenir un référendum d'initiative populaire? C'est n'est que consultatif. Pourquoi pas tenir un gros sondage d'opinion à ce moment-là? Bien, attention là, M. Vien, si on a un
processus dans lequel les citoyens s'impliquent, dans lequel on a 800, 900 000 signatures, parce que le Parti québécois parle de 15 %, alors que partout ailleurs, c'est beaucoup moins que ça. Là. On parle de 1,25 % en Suisse, parce que c'est intéressant, la Suisse, c'est 8 millions d'habitants, exactement comme le Québec, et c'est essentiellement 100 000 signatures. Je pense qu'en Californie, c'est 5 %, en Arkansas, c'est 8 %. Donc, si on a effectivement des citoyens qui décident de s'impliquer et qu'on a 15 % dans un registre de signatures, je pense que forcément, le gouvernement va devoir réfléchir à cette question-là. Et il y a toute la question de la démocratie. C'est quoi une démocratie? Une démocratie, c'est pas simplement un système représentatif. Je pense que c'est aussi un système délibératif à l'intérieur desquels les référendums d'initiative populaire pourraient avoir leur place. Et d'ailleurs, on parle beaucoup des référendums sur la question nationale, sur la sécession ou sur l'indépendance, mais avec une telle loi, il serait probablement possible de tenir des référendums sur beaucoup d'autres questions qui touchent les Québécois. On peut passer au gaz de schiste, on peut passer au développement du Nord minier québécois et à d'autres sujets qui préoccupent les Québécois. Ça, c'est un autre élément. Il faut peut-être sortir un peu ce qu'on appelle les référendums d'initiative populaire de la question nationale. De fait, oui, il faut bien les baliser. Mais en tout cas, merci d'avoir été là. Ça jette un éclairage nouveau, je pense, sur le débat qui se tient aujourd'hui un peu partout à la grandeur du Québec. Merci beaucoup, M. Fournier. C'est moi qui vous remercie, M. Vien. Bonne journée.